Je m'appelle Pietro Orlandi. Il y a 5 ans, j'ai parcouru ce même chemin à travers la place Saint-Pierre du Vatican, entouré de 200 000 fidèles en liesse. C'était le 18 mars 2013, le jour de l'inauguration du pape François. Des disciples dévoués venant du monde entier célébraient leur foi et l'homme qui les guiderait vers un avenir radieux. J'aurais dû y assister aux côtés de ma sœur Emanuela. Or, j'étais seul. Et j'espérais que notre nouveau pape puisse m'apporter des réponses. En me voyant, le chef de la sécurité a murmuré à l'oreille du pape François. Ce dernier m'a assuré « Votre sœur est au paradis ». J'ai été à la fois touché et stupéfait. Comment le pape savait-il que ma sœur était morte ? J'ai passé ces 35 dernières années à tenter de déchiffrer le mystère entourant le sort de ma sœur. Pour cela, je dois commencer du début. Emanuela et moi, ainsi que nos 3 sœurs, sommes nés et avons grandi dans la cité du Vatican, le plus petit État du monde, peuplé de seulement 444 habitants. C'était comme vivre dans un village, avec le pape pour protecteur bien-aimé. Entre ces murs, mes sœurs et moi nous sentions en sécurité. Mon père travaillait à la préfecture du Vatican. Il supervisait les audiences privées des papes Paul VI, Jean-Paul Ier, puis Jean-Paul II. Durant tout son mandat, il fut loyal et dévoué. Nous avons eu l'honneur de rencontrer Jean-Paul II à de nombreuses reprises. Il se sentait le devoir de communier avec les familles résidentes. Emanuela était heureuse ici. Elle posait avec le pape, même si elle était gênée par ses grosses lunettes. Malgré nos 8 ans d'écart, nous étions très proches. Et j'étais fier qu'elle poursuive sa passion pour la musique. Mais notre paisible existence au sein du Vatican sera bientôt brisée. Le 13 mai 1981, le pape Jean-Paul II traversait une foule de fidèles en adoration lorsque de terribles coups de feu ont retenti. Le pape fut touché à 4 reprises et se battait pour sa vie. Tandis que les médecins faisaient tout pour le sauver, nous nous posions des questions toutes plus angoissantes. Comment une telle chose avait pu se produire ? Qui avait voulu tuer le pape ? Les réponses allaient être étroitement liées à la tragédie qui toucherait ma famille 2 ans plus tard. Le 22 juin 1983 était une journée très chaude. Emanuela avait 15 ans à l'époque. Elle voulait que je l'accompagne à l'école de musique. Mais ma petite amie m'avait déjà demandé de la conduire à l'université et se plaignait que je fasse toujours passer ma petite sœur avant elle. J'ai donc décidé que cette fois-ci, je laisserai Emanuela aller à son cours de musique seule. Elle s'est mise en colère et nous nous sommes disputés. J'ai refusé de changer d'avis et elle est partie furieuse et seule.
Plus tard cet après-midi-là, Emanuela a téléphoné à la maison et a parlé avec notre sœur Federica. Elle disait que sur le chemin de l'école de musique, un homme l'avait abordé pour lui proposer un travail et distribuer du matériel publicitaire pour une marque de cosmétiques. Ce qui m'a intriguée, c'était le montant du salaire. Il était de 270 $ par jour. Je trouvais que c'était beaucoup, surtout pour une jeune fille. Emanuela a quitté l'école et a emprunté le Corso Rinascimento jusqu'à l'arrêt de bus situé devant le Sénat. L'une des dernières personnes à l'avoir vue était sa camarade de classe, Maria Grazia Cassini. Cet après-midi-là, Emanuela est venue me voir et m'a demandé à quelle heure le cours de chorale se terminait. Elle a dit qu'elle avait un empêchement et elle est partie, tout simplement. Elle n'a pas précisé ce que c'était? Non, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Elle regardait sa montre et a dit qu'elle devait partir car elle avait un rendez-vous. En fait, je l'ai revue à l'arrêt de bus. Quand le bus est arrivé, je suis montée avec mes camarades et nous sommes partis. Emanuela aurait dû monter aussi pour rentrer à la maison, mais elle est restée à l'arrêt, probablement pour attendre l'homme qui lui avait proposé un emploi pour cette marque de cosmétiques. Ma sœur aînée, Natalina, se souvient de cette soirée comme si c'était hier. Je suis rentrée ce soir-là après 8 heures du soir, car je travaillais toute la journée et j'ai vu ma mère désespérée. Emanuela n'était pas rentrée. « Va la chercher », m'a-t-elle dit. Elle a dû avoir un accident. Cette nuit-là, personne n'a fermé l'œil. Tandis que ma famille priait pour qu'Emanuela revienne, j'ai parcouru toutes les rues. À l'aube, Natalina est allée voir les autorités pour la déclarer en tant que personne disparue. La police voulait une photo pour que nous puissions la faire circuler dans l'équipe. Elle est probablement partie manger une pizza, l'escapade classique. En l'absence du soutien de la police, nous avons pris les choses en main, imprimé des centaines d'affiches, et Rome s'est réveillé avec le visage d'Emanuela placardé dans toutes ses rues. Durant 10 jours encore, la police a continué à ignorer l'affaire, jusqu'à ce qu'une personne de pouvoir envoie un message fort au sujet de ma sœur. Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso. Les mots du pape nous ont pris par surprise. Il faisait référence à des informations que nous, la famille d'Emanuela, n'avions pas. Il a parlé de personnes responsables. Il sous-entendait qu'Emanuela avait été enlevée. Ce fut une révélation stupéfiante. Pourquoi la police ne nous avait-elle rien dit? Que savait-il d'autre à propos de l'endroit où se trouvait Emanuela? Alors que nous nous efforcions de comprendre, les déclarations du pape se sont propagées dans les médias. Andrea Purgatori est le journaliste qui, depuis ces 35 dernières années, a suivi l'affaire de la disparition de ma sœur. Et j'espérais qu'il puisse apporter une lumière nouvelle sur cette histoire. À votre avis, les déclarations qu'a fait le pape le 3 juillet, que pensez-vous qu'il voulait communiquer au monde entier? Ces mots ont été prononcés pour être spécifiquement entendus et compris par quelqu'un en particulier. Le pape ne s'exprime pas par hasard. Quand il s'exprime, c'est pour communiquer un message important.
Étant donné qu'il ne prononce pas ce genre de déclaration tous les jours, celle-ci était clairement adressée à quelqu'un en particulier. Il semblerait que puisqu'il partageait ce message en public, le pape cachait des informations clés à propos de la disparition de ma sœur. La question est pourquoi? Les propos du pape étaient dirigés vers les ravisseurs d'Emanuela, mais c'est ce qui a poussé un agent de la circulation locale à donner des informations précieuses sur le jour où ma sœur a disparu. La ragazza che passava qua prese questa informazione della sala Borromini fosse stata Emanuela Orlandi. Cioè quel pomeriggio? Il pomeriggio del 22 giugno, sì. E questa ragazza che le ha chiesto l'informazione era in compagnia? Era in compagnia di un signore. L'uomo me lo può descrivere? Quest'uomo, diciamo, un uomo di circa 35 anni, alto 1,75 o qualcosa di più, abbastanza snello, lungilineo, con un viso un po', diciamo, lungo, ma con una stempiatura. Le témoin a coopéré avec la police pour dresser un portrait robot de l'homme qui aurait enlevé Emanuela. Qui est cet homme? « 13 jours après la disparition de ma sœur, mon père a reçu un appel téléphonique troublant. Pronto? Lei ascolti bene, abbiamo pochi momenti. Questa essere della sua figliola. Pronto? Combina nazionale Vittorio Emanuele II. Dovrei fare il test liceo scientifico. Pronto? Pronto? Signor Orlandi? Pronto? È stato di sua soddisfazione? Sì, ma mi faccia una proposta almeno, no? Mi ascolti. Sì? I funzionari del Vaticano Sì? non mancheranno di mettersi in contatto con lei. Sì, ma la bambina sta bene, mi dica almeno, no? Non preoccupi, io non potrei ora avanzare a parlare. Al più presto possibile, altrimenti mi fate morire mia moglie, io stesso. Buongiorno a lei. Grazie. L'appel du ravisseur nous a redonné espoir. Un espoir regonflé quand nous avons appris qu'ils avaient aussi contacté le service de presse du Vatican. Police in Rome had been treating it as a tragic but more or less routine kidnapping of a young girl. But then today, Richard Roth reports a phone call changed all that. An editor at the Italian news agency ANSA who took the call said the voice was that of a nervous young man with a startling claim. We have Emanuela Orlandi. We will free her only when Mehmet Ali Agca, the papal attacker, is freed. Agca is serving a life sentence for shooting the Pope 2 years ago. Investigators here are now trying to find out whether the Vatican's first kidnapping in modern times may also provide clues to the attempted assassination here 2 years ago of Pope John Paul. Les ravisseurs ont accordé seulement 14 jours pour sécuriser la libération d'Ali Agca. Ils ont également précisé que des preuves de la détention d'Emanuela étaient dissimulées dans une poubelle d'un parc situé près du Parlement. Quand la police a réussi à localiser la poubelle, ils y ont trouvé des copies de la carte de l'école de musique de ma sœur, un reçu et une note écrite de sa main. Mais en quoi la tentative d'assassinat du pape était-elle liée à la disparition d'Emanuela? Trois jours avant la date butoir du 20 juillet, le pape Jean-Paul II a adressé un nouveau plaidoyer en public aux ravisseurs, depuis sa fenêtre, devant des milliers de personnes et aux yeux du monde. Jamais auparavant un pape ne s'était autant exprimé sur un fait divers. Per parte mia posso assicurare che si sta cercando di fare quanto è umanamente possibile per contribuire alla felice soluzione della dolorosa vicenda.
In Rome today, after Pope John Paul pleaded for the life of 15-year-old Emanuela Orlandi, her alleged kidnappers released a tape recording of a woman crying out in pain. Par moments, j'étais sûr de reconnaître la voix d'Emanuela. Mais comme aucune voix masculine n'était audible, je savais que l'enregistrement était monté. Plus tard, j'obtiendrai un dossier confidentiel des services secrets contenant la transcription originale. On y retrouvait les voix masculines manquantes. Service des renseignements intérieurs, SISDE. L'écoute de l'enregistrement porte à croire que le sujet passif, une femme, a fait l'objet d'abus, possiblement de nature sexuelle, par au moins 3 hommes d'affilée. A, voix d'une jeune fille, et B, voix masculine en fond. Pourquoi une preuve d'une telle importance aurait-elle été modifiée par les services secrets? Et plus important encore, qui étaient ces hommes? Le jour de la publication des enregistrements, les ravisseurs ont exigé la mise en place d'une ligne directe pour négocier la libération de ma sœur. Mais ils ne voulaient pas parler à la police. Ils voulaient négocier avec le Vatican. Intanto la sala stampa della Santa Sede ha diramato, e l'ho fatto poco fa, il seguente comunicato. In merito alla richiesta da parte dei rapitori di Emanuela Orlandi di una linea telefonica diretta, si notifica. La linea telefonica è stata installata. Il relativo numero è 6985 al quale va aggiunto il codice indicato. Sua Eminenza Cardinale, 158 ha detto? 158. Sì, attendo un momento. Le cardinal Agostino Casaroli était le secrétaire d'État du Vatican et connu pour ses talents de diplomate sur les affaires internationales. Sua Eminenza, c'è il numero di codice. Mais l'enregistrement s'arrête quand le cardinal Casaroli prend l'appel. À ce jour, le Vatican refuse de révéler ce qui s'est dit entre le secrétaire d'État et les hommes qui ont enlevé ma sœur. Quelle impression vous a laissé la personne qui a téléphoné? Celle qui a demandé une ligne directe avec le secrétaire d'État et l'a obtenue. Non seulement il l'a obtenu, mais comme il s'agissait du premier contact direct avec Casaroli, d'après ce que l'on m'a dit, le gouvernement italien, la police et les services secrets ont été invités à rester en retrait. C'est ce qu'ils ont fait. La date limite pour la libération d'Ali Akka, et donc potentiellement pour sauver ma sœur, était dans seulement 3 jours. Donc, pourquoi la police se retirait-elle des négociations? Pourquoi laissait-il le Vatican faire le travail à leur place? Si fa sempre più drammatica e resta più che mai misteriosa la vicenda di Emanuela Orlandi. Questa sera scade l'ultimatum. Se non sarà liberato Ali Akka, la ragazza sarà uccisa. Le 20 juillet, la date limite est arrivée. Ali Akka est resté en prison et les ravisseurs ont plongé dans le silence.
Nous ne savions pas si Emanuela était morte ou vivante. Tout au long de ce calvaire, mon père est resté dévoué à son travail pour Jean-Paul II. Ils se parlaient tous les jours, mais n'évoquaient jamais la disparition de ma sœur. Il aurait été jugé irrespectueux qu'un employé questionne le pape. En dépit de l'agonie de ma famille, le pape n'a jamais fourni de nouvelles informations. En désespoir de cause, mon père a décidé d'intervenir en lançant un appel sincère aux ravisseurs. Messaggio di Ercolo Orlandi per i rapitori della figlia Emanuela. Io, il padre di Emanuela ed interprete del pensiero, delle sensazioni, del turbamento profondo e incommensurabile, dolore di mia moglie, ho deciso di rispondervi personalmente e direttamente. Noi, padre e madre di Emanuela, abbiamo il diritto di chiedere a voi una precisa risposta. Se Emanuela è ancora viva, provatelo. Se la cara e adorata Emanuela è morta, indicateci il luogo dove trovare la nostra Emanuela, perché in ginocchio noi si possa pregare per lei vicino a lei. À Noël, cela faisait 6 mois qu'Emanuela avait disparu. Sans aucune nouvelle preuve ou contact de la part des ravisseurs, nous étions seuls face à nos plus grandes craintes. Mais une visite surprise nous a tirés de notre désespoir. Le pape Jean-Paul II a répandu une lumière nouvelle sur le sombre et mystérieux sort d'Emanuela. Il a dit qu'il existait 2 types de terrorisme, national et international. Notre perte, a-t-il dit, avait été causée par le terrorisme international. Il ferait tout ce qui était en son pouvoir pour ramener Emanuela. Ma mère et mon père étaient submergés de gratitude envers le pape, qui n'avait pas abandonné l'idée de retrouver ma sœur en vie. Ces mots nous ont redonné confiance dans les autorités du Vatican. Durant sa visite, Jean-Paul II m'a subitement offert un emploi à la Banque du Vatican. J'avais 23 ans et aucune expérience pertinente dans le domaine. J'étais heureux. Mais je me suis demandé, le pape n'essayait-il pas simplement de nous réconforter ? Pourquoi a-t-il accusé le terrorisme international? Que savait-il d'autre? Et pourquoi ne nous disait-il rien? Plus de 20 ans se sont écoulés sans aucune nouvelle piste sur la disparition d'Emanuela. La promesse du pape faite à ma famille est devenue un vieux souvenir. Mon père a dédié sa vie au Vatican et aux 3 papes qu'il a servis. Mais à sa mort, en 2004, il avait perdu toute confiance en l'Église catholique. À son dernier souffle, il a déploré « J'ai été trahi par ceux que j'ai servis avec loyauté ». Peu après, en avril 2005, le pape Jean-Paul II est tombé malade, a plongé dans le coma, puis est décédé. J'ai toujours cru que le pape allait un jour nous dire la vérité sur ma sœur. Mais cet espoir est mort avec lui. Ses dernières volontés disaient « Je ne laisse derrière moi aucune propriété dont j'ai besoin de disposer. Je demande à ce que mes effets personnels soient distribués équitablement. Mes notes personnelles devront être brûlées.
Par ces dernières paroles, nous étions convaincus qu'il avait emporté le secret de la disparition de ma sœur dans la tombe. Mais 1 an plus tard, j'ai appris que le pape Jean-Paul II avait désigné l'archevêque Stanislav Dziwisz, un conseiller influent de longue date, pour appliquer ses dernières volontés. Mais celui-ci n'a pas honoré certaines volontés du pape. Il a déclaré « Je ne les ai jamais brûlées, elles étaient trop importantes ». J'ai appelé la Fondation Jean-Paul II pendant plus de 10 ans, en espérant avoir accès aux notes personnelles que l'archevêque Stanislav avait conservées. Toutes mes demandes ont été rejetées. Peut-être qu'aujourd'hui, la réponse sera différente. Oui, allô? Allô? Je m'appelle Pietro Orlandi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Je suis le frère de cette jeune fille disparue, Emanuela Orlandi, en 1983. Ah oui, oui. Bien, je voulais juste faire le point sur mes recherches. J'ai entendu dire que vous possédiez des documents appartenant à Jean-Paul II. Je voulais savoir s'il était possible d'y avoir accès. Vous pouvez venir sur place. Je peux vous demander? Quel est votre nom? Je suis Père Andrea. Père Andrea. Très bien, merci beaucoup. À très bientôt. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Après 34 années de questionnement, j'étais prêt à recevoir des réponses de la part de Jean-Paul II. Je vous en prie, suivez-moi. C'était en juin, n'est-ce pas? Oui. Juin. Par ici. Pour chaque jour, nous avons archivé les notes de Jean-Paul II. J'ai cherché pendant des heures, mais je n'ai trouvé aucune trace des notes personnelles du pape. Rien. Avait-elle été déplacée? Peut-être n'ont-elles jamais été là. Je l'ai lu dans le testament de Jean-Paul II. Il a précisé que tous ces documents devaient être brûlés. Personnel, oui, personnel. Stanislav, en revanche, a jugé qu'il était pertinent de les garder. Oui, ceux qu'il a rapportés chez lui, à Cracovie. Mais une partie des documents est restée ici. Non. Il a rapporté tous ses documents personnels à Cracovie. Il a rapporté tous les documents dont il avait la charge en tant que secrétaire à Cracovie. Avez-vous déjà pu consulter ces documents? Non, jamais. Mais pensez-vous que dans ces documents personnels, il y avait des informations à propos de l'enlèvement d'Emanuela ou pas? Je ne sais pas, je n'y ai jamais eu accès. Il me semble qu'il s'agissait des lettres personnelles du pape. Après la mort de Jean-Paul II, Stanislav a été nommé archevêque de Cracovie en Pologne et a reçu le titre de cardinal Dziwisz. J'étais déterminé à le contacter. Allô? Bonjour, je suis Pietro Orlandi et je voudrais parler au cardinal Dziwisz, s'il vous plaît. Oui, pouvez-vous rappeler plus tard, s'il vous plaît? À quelle heure? Dans 1 ou 2 heures, d'accord? Merci. Merci à vous. Messagerie vocale. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Cardinal Stanislav Dziwisz, je suis Pietro Orlandi. Vous vous souvenez peut-être de moi, je suis le frère d'Emanuela Orlandi, enlevé au Vatican en 1983. Le pape François a appelé le monde entier à construire des ponts et à battre des murs. Je demande la même chose pour ma sœur. J'espère que vous accepterez ma demande d'un rendez-vous privé. Pietro Orlandi. Le cardinal Stanislav Dziwisz n'a jamais répondu à mon courriel, ni rappelé. Compte tenu du silence du Vatican, mon seul espoir était que quelqu'un d'extérieur à l'Église m'apporte de nouvelles informations sur ma sœur.
Le 12 septembre 2005, soit 22 ans après avoir vu Emanuela pour la dernière fois, mes prières ont été exaucées. Une chaîne d'information locale a reçu un témoignage qui allait donner une toute nouvelle dimension à l'affaire sur la disparition de ma sœur. Riguardo al fatto di Emanuela Orlandi, per trovare la soluzione del caso, andate a vedere chi è sepolto nella cripta della Basilica di Sant'Apollinare e del favore che Renatino fece al Cardinal Poletti all'epoca. Nella Basilica di Sant'Apollinare, dove questo signore anonimo ci ha detto andate a vedere, si diceva che fosse stato sepolto appunto Enrico De Pedis, un bandito della banda della Magliana. La Magliana è un quartiere qui di Roma. Les journaux ont commencé à parler à nouveau de la disparition d'Emanuela. Grâce à cette information, mes espoirs de connaître la vérité se sont ravivés. Le journal pour lequel je travaillais, Il Messaggero, fut le premier à découvrir à l'époque que l'église de Sant'Apollinaire abritait la tombe de Renatino, alias Enrico De Pedis. Il était le dernier chef de l'organisation criminelle Banda della Magliana, avant que l'organisation ne soit décimée par divers assassinats. Comment se fait-il qu'un criminel, un homme assassiné dans la rue en 1990, ait pu avoir un enterrement aussi incroyable, aussi prestigieux? Parce que la crypte de l'église de Sant'Apollinaire n'est pas qu'une simple crypte. Sant'Apollinaire est un endroit où, depuis des siècles, seuls des princes ou de grands artistes sont enterrés. Et puis il y a De Pedis. Enrico De Pedis était le premier homme admis dans le cimetière de Sant'Apollinaire depuis plus d'un siècle. Comment un tel homme, un criminel connu, a-t-il pu être digne d'être enterré aux côtés des figures les plus révérées et respectées de Rome? J'ai demandé aux autorités d'exhumer le corps d'Enrico De Pedis pour chercher des indices qui pourraient déboucher sur la vérité concernant ma sœur. Mais mes demandes ont été ignorées. Je me suis alors tourné vers les médias ayant suivi le cas d'Emanuela à nos côtés, dans l'espoir que la pression du public change la donne. J'ai parlé aux personnes étroitement impliquées dans l'enquête, à la mafia, au clergé, au gouvernement. Je suis devenu une véritable éponge. De nombreuses personnes ont exprimé leur solidarité et ont fait preuve d'un grand soutien dans ma quête de la vérité. Mais la police, les services secrets et le Vatican ont gardé le silence, comme toujours, depuis plus de 20 ans. Personne ne m'a donné d'explication officielle quant au refus d'exhumer le corps de De Pedis, ou la raison pour laquelle il a été enterré à Sant'Apollinaire. L'autorisation devait provenir du vicariat de Rome, mais aussi du ministre de l'Intérieur, car il s'agissait d'un type d'enterrement spécifique pour lequel le parcours de la personne était exigé, ainsi que toutes les bonnes actions qu'elle avait faites pour mériter sa place. Donc nous devons voir ce que De Pedis a fait de bien et envers qui. De Pedis, de tous les membres fondateurs de la Banda della Magliana, avait un état d'esprit différent. Il était intelligent et s'exprimait bien, y compris avec les politiques, les ministres par exemple. Une habileté que les autres n'avaient peut-être pas. Malgré 3 années d'efforts, je n'ai pas été capable de convaincre les autorités d'exhumer le corps de De Pedis. Mais au 25e anniversaire de la disparition d'Emanuela, un journaliste a téléphoné avec une histoire extraordinaire impliquant De Pedis et une beauté renommée de l'époque, Sabrina Minardi. À la fin des années 1970, Sabrina Minardi était un personnage célèbre de Rome, mariée à une star du football, Bruno Giordano.
Mais en 1982, elle a créé le scandale en quittant Giordano pour De Pedis. 26 ans plus tard, Sabrina Minardi s'est rendue à la police et a enregistré une déposition officielle concernant les événements du 22 juin 1983, soit le jour de la disparition d'Emanuela. Le rapport énonce les faits suivants. Ministère de l'Intérieur, quartier général de la police, équipe mobile, bureau du procureur général de la Cour de Rome. Surprise par la demande de De Pedis, Sabrina Minardi a emmené la fille à l'endroit indiqué où quelqu'un l'attendait, en soutane, dans une Mercedes noire aux vitres teintées et immatriculée au Vatican. Emanuela, parfois pleurait un peu, riait un peu, semblait droguée et réclamait son frère. Ensuite, ils l'ont sortie du véhicule, à moitié consciente. Lorsqu'on lui pose la question, Sabrina Minardi témoigne que l'enlèvement d'Emanuela Orlandi est lié aux relations qu'entretiennent certains membres de l'Église avec la Banda della Magliana, plus particulièrement entre De Pedis et Monseigneur Marcinkus, président de la Banque du Vatican. Marcinkus. L'archevêque Paul Casimir Marcinkus, chef de la Banque du Vatican. Je connaissais cet homme. C'était mon patron durant des années. Depuis cette veille de Noël 1983, où le pape m'avait offert ce poste à la Banque du Vatican. Je connaissais bien Marcinkus. S'il a joué un rôle dans l'enlèvement d'Emanuela, il a très bien caché son jeu avec nous, car il était le seul au Vatican à être proche de ma mère et de mon père. Lorsque mes parents allaient prier dans le jardin, les autres cardinaux, dès qu'ils les voyaient de loin, les évitaient et s'éloignaient. Après l'enlèvement? Oui, il était le seul à les approcher, à discuter avec eux. Donc effectivement, soit il était très bon acteur, soit il ne savait absolument rien de l'enlèvement d'Emanuela. Je penche pour la première hypothèse. En me remémorant cette soirée durant laquelle le pape Jean-Paul II m'avait offert cet emploi, je me posais de nouvelles questions. Pourquoi, de tous les lieux du Vatican, me voulait-il à la banque? Est-ce parce que Marcinkus voulait garder un œil sur moi tandis que j'essayais de découvrir la vérité sur ma sœur? Quand je travaillais à la Banque du Vatican, je n'avais aucune idée de l'implication de la Banda della Magliana dans l'enlèvement de ma sœur ou des liens entre De Pedis, Marcinkus et le Vatican. Après 36 ans de service, j'ai quitté la Banque du Vatican en 2009. La raison officielle invoquée était un départ en retraite anticipée. Mais en réalité, j'ai été poussé vers la sortie. Peut-être étais-je trop proche de la vérité. J'ai continué à faire pression sur les représentants du Vatican pour exhumer le corps de De Pedis. Et en 2012, ils ont fini par donner leur accord. 3 strati, 3 teche di rame e di zinco, un sarcofago per il corpo di Renatino De Pedis, morto crivellato di colpi in un regolamento di conti e sepolto nella basilica al centro di Roma.
Abito blu scuro, cravatta dello stesso colore, camicia ingiallita dal tempo e un corpo conservato in perfette condizioni, quello che gli investigatori della scientifica si sono trovati di fronte quando nel cortile della Basilica di Sant'Apollinare aprono la tomba del boss della Magliana. 29 années de silence et de secret. J'ai toujours pensé que la vérité était, malheureusement, encore gênante pour quelqu'un. En voyant le visage de De Pedis placardé sur toutes les chaînes de télévision et dans tous les journaux, j'ai soudainement fait le lien avec la première pièce à conviction dans l'affaire de la disparition de ma sœur. Le portrait robot dessiné d'après la description faite par l'agent de circulation en 1983 montrait le visage d'Enrico De Pedis. Je savais enfin qui avait enlevé ma sœur. Bien qu'aucun indice en lien avec ma sœur n'ait été trouvé dans la tombe de De Pedis, il devenait clair que le Vatican avait une relation d'affaires avec la mafia italienne. Peu après l'exhumation, des rumeurs ont commencé à circuler à propos de grosses sommes d'argent provenant du milieu criminel et blanchies par la Banque du Vatican. De l'argent qui avait soi-disant disparu. C'était d'une évidence effroyable. L'enlèvement d'Emanuela avait un lien avec cet argent. Et rien à voir avec Ali Agca, l'homme qui a tenté d'assassiner le pape. Cette histoire a été fabriquée de toutes pièces par le Vatican et la mafia pour détourner l'attention du public des véritables coupables. Et Ali Agca était juste un pion dans ce jeu mensonger. Par une étrange fatalité, ta sœur est entrée dans un mécanisme que Giovanni Falcone appelait le grand jeu. Le grand jeu de l'histoire. Une énorme somme d'argent disparaît, provenant à l'évidence du milieu criminel et de ceux qui, pour ainsi dire, tuaient pour de l'argent. Voilà le contexte de cet enlèvement. Un contexte qui, vraisemblablement, ne pouvait pas être révélé. C'était impossible, car l'image de l'Église aurait été entachée. Si ma sœur a été enlevée parce que la Banda della Magliana réclamait à la Banque du Vatican leur argent, cela pose la question suivante. Pourquoi, avant toute chose, le Vatican voulait-il tout cet argent? Pourquoi avait-il besoin de récolter de l'argent sale? J'ai trouvé les réponses à ces questions lorsque je suis tombé sur un document écrit de la main du banquier Roberto Calvi, adressé au pape Jean-Paul II. Dans sa lettre de juin 1982, Calvi a menacé de dénoncer le Vatican pour son utilisation d'argent mafieux dans le but de financer un syndicat libéral polonais en pleine ascension, Solidarność, le seul de son genre dans le bloc communiste de l'Europe de l'Est. Un an avant la disparition de ma sœur, Calvi écrit « Votre sainteté, j'ai porté sur mes épaules le lourd fardeau des erreurs et des responsabilités de mes prédécesseurs à la Banque du Vatican. Beaucoup veulent savoir si j'ai envoyé des fonds à Solidarność, ou même des armes, et financé d'autres organisations dans le bloc soviétique. Votre sainteté, je m'adresse à vous car seule votre haute intervention est encore possible pour éloigner le terrible spectre de cette tache sombre. Avec toute ma gratitude et dans le baiser de l'anneau sacré, je vous confirme mon allégeance, Roberto Calvi. » Roberto Calvi. 12 jours plus tard, Calvi est retrouvé mort dans la Tamise, à Londres.
Il banchiere è stato assassinato fra le 19 e le 22 di giovedì 17 corrente ed è stato appeso dagli assassini mediante la stessa fune con la quale è stato strangolato ad una impalcatura metallica sotto il lato nord del ponte di Blackfriars sul Tamigi mentre vi era l'alta marea. Le pape Jean-Paul II utilisait l'argent de la mafia pour combattre le communisme. La cause était peut-être juste, mais la manière était illégale et dangereuse. Et il a choisi de se protéger. En fin de compte, ma sœur a été sacrifiée sur l'autel de la guerre froide pour accélérer la chute de l'Union soviétique. En 2016, d'autres secrets se sont échappés des murs du Saint-Siège. J'ai appris que l'État du Vatican et le gouvernement italien avaient eu des négociations secrètes au sujet de ma sœur. Le journaliste Gianluigi Nuzzi a eu accès à ces discussions. D'un côté, nous avons l'État italien, de l'autre, 2 représentants du Vatican. L'État du Vatican et l'État italien se rencontrent. Pourquoi? Parce qu'il y a négociation. Une négociation implique qu'une des parties offre quelque chose à l'autre. Il y a un échange. D'un côté, le Vatican aurait livré le dossier sur ta sœur contenant des preuves. Tandis que de l'autre côté, ils ont demandé au procureur de déplacer le corps de De Pedis, enterré à Saint-Apollinaire. Pourquoi? Parce qu'il gêne. La raison pour laquelle le Vatican a finalement autorisé l'exhumation du corps de De Pedis en 2012 est désormais claire. Le gouvernement italien a accepté de déplacer le corps de De Pedis hors du Vatican, et le Vatican, en échange, partagerait des informations sur la disparition d'Emanuela. Mais où sont ces informations? Qu'est-il arrivé à ma sœur? À la lumière de ces nouvelles révélations, j'ai déposé une plainte officielle par l'intermédiaire de l'une des meilleures avocates de Rome, Laura Scuro. À l'attention du chef du corps de sécurité de l'État du Vatican. Les sources consultées rapportent l'existence d'une négociation qui s'est déroulée sur le territoire de l'État du Vatican entre la fin de l'année 2011 et les premiers mois de l'année 2012. Il devient impératif que l'État du Vatican ouvre une enquête sur la disparition d'Emanuela Orlandi et fasse enfin la lumière sur l'implication du Saint-Siège dans cette tragique affaire. Dans le respect du droit, 21 novembre 2017. Ce dernier élément, le fait qu'il y ait eu négociation, est d'après moi le plus significatif de ces 34 dernières années. Bien sûr. Et plus important encore, c'est que personne n'a nié l'existence de ces négociations. Et leur silence ne donne que davantage de crédit à ces faits. Maintenant, il est nécessaire que le Vatican s'explique sur ces négociations et sur toutes les irrégularités qui ont eu lieu ces dernières années. Emanuela était aussi citoyenne du Vatican. Notre existence insouciante et paisible au sein du plus petit État du monde est désormais un lointain souvenir. Pour Emanuela, le privilège d'être née citoyenne du Vatican est devenu une condamnation tragique. Et un héritage entaché qui nous priverait de la vérité. Une vérité qui est devenue encore plus incompréhensible au fil des ans. Le 27 avril 2014, le pape Jean-Paul II a été canonisé. Aux yeux du Vatican, c'était un saint. Je crois que le pape François, tout comme ses prédécesseurs, sait ce qui est arrivé à Emanuela. 35 ans ont passé depuis que ma sœur nous a été arrachée. Depuis lors, j'ai perdu mon statut de citoyen du Vatican lorsque je me suis marié à une personne extérieure à l'État.
J'ai été contraint de prendre ma retraite anticipée de la Banque du Vatican. J'ai posé trop de questions auxquelles le Vatican ne souhaite pas répondre. Je ne suis désormais plus le bienvenu au sein de ce qui fut autrefois le théâtre de mon enfance heureuse. Tous ces secrets qui ont tant fait souffrir ma famille, dans cet état où mon père a voué sa vie au pape, doivent être dévoilés. Désormais, une plainte officielle a été déposée impliquant les autorités de l'État dans la disparition d'Emanuela. Ils doivent prendre leurs responsabilités et nous dire ce qu'ils savent. Cette fois-ci, il n'y aura aucune négociation secrète. Je trouverai la vérité. Je rendrai justice à ma sœur.